Les performances de Panache, de Lia, de Corentin Clément ou encore celles de Tiffany Chapon sont tout simplement exceptionnelles. La Française demande 230,5 kg, synonyme de record du monde de la spécialité. Dans la douleur, son essai est validé. Look at that grind! The heart on Panagiotis! She's already broken 3 world records. Oh wow! And that was smooth, Joe! Mais sont-ils naturels? Ils affirment que oui, ils en parlent tous les jours, mais la communauté continue d'être cependant suspicieuse. Et puis, comme je te dis, les mecs te délégitimisent. C'est-à-dire qu'en fait, y a aucun moment ils vont mettre en avant le travail que je fais ou ce que j'ai pu faire et que les autres n'ont pas pu faire. Ça va être en gros, t'es chargé, et après le deuxième argument, c'est la génétique. Je vous propose qu'on aille aujourd'hui et ensemble mener l'enquête pour savoir si oui ou non, ils sont effectivement naturels. Le plus dur dans ce type d'enquête, c'est de trouver un point de départ. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer à ma porte et me dire « Salut, je sais qui se dope, avec quel produit, dans quelles circonstances et voilà les preuves à l'appui. » Non, ça n'existe pas. Ce serait beaucoup trop bien, beaucoup trop facile, mais non. Alors pour commencer, j'ai écrit un mail au président de la Fédération française de force athlétique, Stéphane Natto. J'avoue que sur le moment, je m'attends à rien parce que je veux parler avec lui de dopage et que c'est souvent un sujet tabou. Mais à ma grande surprise, il accepte directement de discuter avec moi sans aucun tabou, sans aucune langue de bois, et ça a pu me permettre de débuter l'enquête. Il faut aussi que ces gens se rendent compte que ces gens sont forts naturellement, mais qu'ils ont une vie d'ascète et qu'ils vivent pour le powerlifting et qu'ils ne font que ça, et que vivre leur vie, il y a 90% des gens qui ne seraient pas capables de le faire. Alors on a pu discuter de plein de sujets super intéressants et très variés, et voici quelle va être mon approche pour essayer de savoir si oui ou non il y a du dopage au plus haut niveau dans le monde de la force athlétique. On va analyser ensemble toutes les méthodes de contrôle antidopage et on va essayer de voir ensemble s'il est possible oui ou non de les contourner s'il y a une faille. Se doper quand on est amateur dans une petite compétition, évidemment que c'est possible, ça l'était avant, c'est possible aujourd'hui, ça sera encore possible dans le futur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on manque de moyens, on n'est pas en mesure de contrôler tous les participants d'une compétition. Si demain tu vas faire un marathon dans les rues de ta ville, personne ne saura si tu t'es chargé comme un bœuf parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est pareil dans tous les sports. En revanche, les top performers, les meilleurs athlètes, c'est eux qui sont le plus suivis et le plus surveillés. Mais c'est également sur eux que pèsent le plus les soupçons. Maintenant, à l'heure actuelle, si tu veux, je suis testé tous les mois depuis plusieurs années. Je rends mes rapports publics, donc tout le monde peut voir ce qui se passe. En fait, je fais tout ce que je peux pour prouver ma bonne foi. Et après, les gens ont le droit de ne pas me croire. Ça, je veux dire, c'est dans leur droit. Pour ce qui est de Corentin, Panache ou encore Lia, ils sont tous sur la liste ADAMS, A-D-A-M-S. C'est le plus haut niveau de sécurité dans la lutte contre le dopage. Cela se concrétise notamment par un outil mis en place par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, qui permet de traquer en temps réel les athlètes dans leur journée. De manière plus concrète, les athlètes doivent rentrer dans une application leur emploi du temps, l'emplacement où ils sont et à quelle heure ils y sont. Le but derrière tout ça, c'est de les contrôler à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit. Un peu plus loin, c'est l'appli qui est juste là, ça s'appelle Athlète Central. Donc en gros, je vais dessus, je log mon truc, bon je peux pas te le montrer parce que c'est des infos personnelles, mais je log dessus et après je dois mettre en fait tout ce que je fais dans la journée. Les adresses, les horaires, tout doit être rentré dans l'application au minimum 24 heures avant. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui il est 18 h, je dois déjà avoir dit ce que je fais demain à 18 h et où je le fais, heure par heure. Je dois dire 24 heures à l'avance où est-ce que je serai dans 24 heures. Si je le dis après 24 heures, donc dans les moins de 24 heures, du coup c'est trop tard parce qu'ils peuvent pas prévoir le fait que je sois là-bas et donc potentiellement me faire un contrôle. Et justement pour la petite anecdote, j'ai été contrôlé hier soir, tu vois. Partant de ce principe-là, les athlètes peuvent être testés n'importe où, n'importe quand. Et des contrôles inopinés, ils en ont plein. Gling gling, 6 h du matin, bonjour, c'est la FLD. Voilà, ils viennent les chercher chez eux à 6 h du matin. Ça peut être un test urinaire, ça peut être un test sanguin, et d'après les différents témoignages qu'on a pu recueillir, les tests sont assez fréquents. Alors vous allez me dire, que se passe-t-il si un athlète n'ouvre pas la porte, ne se présente pas à un contrôle antidopage ou simplement n'a pas rentré ses informations dans l'application? Eh bien ça, c'est considéré comme un no-show, et ça a deux conséquences majeures. La première conséquence, c'est qu'au bout de 3 no-shows, l'athlète est considéré comme positif, c'est-à-dire qu'il est contrôlé positif au test antidopage. Globalement, c'est pas foufou. La deuxième conséquence, elle est sur la communauté. Aujourd'hui, un athlète comme Panache qui passe des tests antidopage, il est accusé de dopage tout le temps. Alors imaginez
si en plus il se présentait pas sur ses contrôles antidopage. Non, vraiment, je pense qu'il en prendrait plein la gueule. En plus, en France, ça je l'ai pas dit, mais tu peux dénoncer un fait de dopage. On va maintenant parler de dénonciation. Parce que oui, il est aussi possible de dénoncer des faits de dopage. Et là tu vas me dire, ouais mais c'est super compliqué, c'est les entraîneurs ou c'est les fédérations directement. Non, pas du tout. Tout le monde, de manière très simple, en 3 clics, peut dénoncer des faits de dopage. Regarde, je te montre très rapidement comment on fait. Il faut se rendre sur le site de l'AFLD. C'est simple, l'Agence française de la lutte contre le dopage, et de remplir ce petit formulaire avec un maximum d'informations possibles. Cerise sur le gâteau, ce formulaire, il peut même être rempli de manière complètement anonyme. C'est-à-dire que toi, moi, un pote à toi, vous voyez quelqu'un en train de prendre des petits cachetons, vous le prenez en photo. Bref, c'est super simple de dénoncer quelqu'un. Mais alors, que se passe-t-il s'il y a un témoignage plutôt sérieux ? Eh bien c'est simple, ça débouche sur un contrôle de l'athlète concerné. On discutait il y a quelques temps avec Corentin qui nous expliquait qu'avant d'être sur la liste Adams, avant d'avoir ces contrôles fréquents avec cette application, il y avait souvent des plaintes à son égard, peut-être des haters, peut-être des jaloux, et bref, du coup, il recevait beaucoup plus de contrôle que ce qu'il devait en recevoir. Et donc moi, quand j'ai commencé, si tu veux, la force, il y avait beaucoup de gens qui m'aimaient pas, je pense, et il y avait tout un truc qui se faisait, des forums, etc., où ça parlait du fait que j'étais dopé apparemment, etc., etc. Et les gens sont amusés à beaucoup me dénoncer, ce qui faisait que du coup, dans les premières années, là où j'étais pas encore groupe cible, où je devais même pas être contrôlé en théorie, je m'étais fait contrôler, je crois, la première année 8 ou 9 fois, tu vois. Et j'avais 18 ans et j'étais pas du tout groupe cible, enfin, c'était vraiment bizarre, tu vois. Alors ouf, on est sauvé. C'est impossible de se doper à haut niveau dans le monde de la force athlétique. On en est maintenant sûr. C'est exactement ce que j'aurais répondu si j'étais naïf et que je voulais arrêter là l'enquête, sauf que, bah non, il y a d'autres possibilités. Alors oui, c'est impossible de se faire une grosse cure de stéroïdes et de croiser les doigts en espérant ne pas se faire contrôler. Mais réfléchissons 2 minutes. Serait-il possible de se consommer des produits dopants toute l'année sans se faire repérer par un contrôle antidopage? Je pense que la première étape pour pouvoir répondre à cette question, c'est d'aller regarder la liste des substances bannies ou détectées lors d'un contrôle antidopage. Prenons un exemple très simple. Si la boldenone ne fait pas partie des substances interdites et que je consomme de la boldenone toute l'année, alors mes tests seront négatifs et je serai considéré comme non dopé. Bon, pas de chance, la boldenone c'est complètement interdit, mais j'espère que tu auras compris l'idée. On cherche ici à savoir quelles substances intéressantes ne sont pas interdites et pourraient donner un avantage compétitif sur les autres. Sur le site de la WADA, l'Agence mondiale antidopage, on retrouve un document avec les informations que l'on recherche. On y retrouve dedans les substances interdites en tout temps, ainsi que les substances interdites en compétition uniquement. Par exemple, il y a certains antidouleurs qui sont interdits en compétition, mais que tu peux prendre si tu as une blessure. Encore une fois, la distinction elle est importante à faire. Le tramadol, qui pour faire simple est un antidouleur, est interdit en compétition, mais si tu te blesses durant ta préparation et que tu en as besoin pour te soigner, tu vas pouvoir en prendre, c'est pas grave. Revenons sur notre liste, elle est longue. Très longue. Mais je reconnais quelques substances, le DMAA, l'EPO ou encore la morphine. Mais clairement, j'aurais pas l'expertise pour te dire s'il y a des molécules qui ne sont pas présentes dans cette liste et qui sont intéressantes à prendre pour la force. Et ça, c'est complètement normal. La WADA, c'est un organisme mondial et commun à tous les sports. C'est pas spécifique pour la force athlétique. Des moyens financiers énormes sont mis en jeu afin justement d'être à jour sur les substances consommées par les athlètes qui pourraient donner un avantage. Si une molécule est connue de tous, dont moi, c'est qu'elle est déjà dans cette liste. Est-ce qu'elle est régulièrement mise à jour? Oui, elle est régulièrement mise à jour. Et au fur et à mesure qu'on découvre des nouvelles substances qui existent et qui permettent de doper les athlètes. Ce que je vous ai dit, les apprentis sorciers sont plus en avant que les médecins qui luttent. Mais c'est normal, hein. Encore une fois, pour détecter un produit, il faut savoir qu'il existe. Mais alors, existe-t-il des molécules inconnues du grand public utilisées par une poignée d'athlètes qui rendraient super fort quelque chose qui passe sous les radars? Probablement, peut-être. Ça existe peut-être, sans doute. Mais du coup, c'est un secret bien gardé qui nécessite une somme colossale d'argent. Et c'est assez peu probable de retrouver ce type de produit dans la force athlétique, tout simplement parce que c'est un sport assez peu de... Probablement oui, mais c'est assez peu probable qu'on retrouve ce type de produit dans le monde de la force athlétique. Pourquoi? Parce que ce serait quelque chose de extrêmement onéreux. Et la force athlétique, c'est un sport avec assez peu de moyens, qui génère assez peu de revenus pour les athlètes. Si on compare les meilleurs athlètes de force athlétique et les meilleurs cyclistes, la différence d'argent, elle est considérable. Et donc, les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour se doper, ils sont également très différents. On n'a pas forcément les moyens, mais les moyens financiers d'aller acheter des trucs qui passent sous le manteau et qui sont tout neufs et qui sont hyper chers. Alors,
À ce moment-là, il reste encore une piste à explorer, le microdosage. Le microdosage, c'est quoi? C'est le fait de consommer un produit qui est présent sur la liste des substances interdites, mais en assez petite quantité pour passer sous les radars. À partir de maintenant, même si on parle de la force athlétique, on va pouvoir élargir notre domaine de recherche à tous les sports, parce qu'on l'a compris, les contrôles antidopage ne sont pas propres au monde de la force athlétique, les substances ne sont pas propres au monde de la force athlétique, mais c'est quelque chose de global. C'est un organisme mondial qui s'occupe de tout ça. En bref, si on est capable de prouver qu'il est facile et possible de faire du microdosage dans le monde du cyclisme, alors on pourra en déduire qu'il est possible et facile de le faire dans le monde de la force athlétique, et du coup on pourra continuer d'être suspicieux envers les athlètes comme Corentin, Panache, Lia. C'est intéressant d'élargir le champ de recherche parce qu'on aura accès aux travaux d'autres journalistes, mais également à plus de sources et plus d'exemples. La première fois que j'ai entendu parler de microdosage à titre personnel, c'est en 2015, dans un reportage de France 2, et c'est super intéressant parce que je pense qu'il est resté en tête de pas mal de monde. Oui, un dossier qui concerne le dopage, une expérience interdite, vous en avez parlé tout à l'heure. Et pour évoquer ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Fournéron, ancienne ministre des Sports, qui aujourd'hui est présidente du comité médical de l'Agence mondiale antidopage. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Valérie. Ce reportage ne parle pas de sport de force, mais de sport d'endurance. Mais encore une fois, peu importe, ça n'a pas d'importance dans ce cas précis. Ils ont dopé des athlètes avec du microdosage pendant 29 jours afin de voir si dans un premier temps ils progressent, mais également pour voir si les tests antidopage disponibles à ce moment-là étaient en mesure de repérer justement ces microdosages. Ce document exceptionnel, cette expérience interdite, on l'a appelé comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que pour la première fois, une équipe de Stade 2 a pu suivre une expérience unique. 8 sportifs ont accepté de se doper selon un protocole très précis, bien sûr, un suivi en laboratoire pour voir les effets du dopage, mais aussi les limites de cette lutte antidopage. On va démarrer les injections. Il y aura une injection de PO et une injection d'hormones de croissance. Donc on a vraiment fait la dose qui pour nous la dose minime de façon à quand même conserver un effet sur la performance, mais par contre limiter la détection au contrôle et voir si effectivement on arrive toujours à détecter ou pas. Sur le test d'effort, par exemple, la progression moyenne est de 6,1%. Un athlète est même passé de 420 watts de puissance maximale aérobie à 445. Sur le contre-la-montre, amélioration moyenne de 2,3%, meilleure progression 5%. C'est comme si le 22e du dernier championnat du monde de la discipline terminait premier. Mais l'exemple le plus criant, c'est ici sur le 3000 mètres en salle. Si le groupe a progressé de 2,8% en moyenne, un des athlètes a gagné 31 secondes, soit 3,9% de progrès. Imaginez, le 41e mondial au bilan 2014 passerait premier en seulement 3 semaines. Pour ce qui est de la progression, c'est plutôt bancal, parce qu'il n'y a qu'un seul groupe, il n'y a que le groupe qu'on a dopé, il n'y a pas de groupe placebo, mais en même temps, on s'en fout un peu, c'est pas ça qui nous intéresse, donc passons rapidement sur le contrôle antidopage. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez en bleu les résultats de mes échantillons et sur les valeurs supérieures et inférieures, les limites dans lesquelles on doit s'inscrire pour avoir un profil normal. Ça veut dire que sur la période, au niveau du passeport, ce profil-là n'aurait pas engagé de procédure. Au regard de la loi, il est donc considéré comme un athlète propre. Ce protocole va désormais servir de base pour travailler à l'amélioration des méthodes de détection existantes. Il vient de prouver qu'un passeport clean, avec les normes actuelles, n'est pas forcément celui d'un athlète propre. Ce qui est assez fou, c'est qu'après les 29 jours de prise de produit, le test antidopage ne remarque rien. Ils auraient pu participer à des compétitions officielles et personne n'aurait jamais rien su. Voilà, dit comme ça semble super simple, des personnes lambda se dopent avec des faibles doses de produits et personne n'y voit rien. Évidemment, à l'œil du public, ça semble très facile, tout le monde peut le faire, il suffit de s'injecter un peu moins de testostérone que prévu et c'est bon. Mais en réalité, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué. Si on regarde en détail le reportage, on voit qu'il y a plusieurs médecins qui s'occupent de faire les protocoles. Il faut donc avoir des connaissances sur la réalisation du protocole, connaître la provenance des produits pour être sûr de ne pas avoir ce qu'il ne faut pas. Et puis il faut aussi être au courant de l'évolution potentielle des méthodes de détection. Parce que, je vous le rappelle, nos athlètes français, ils sont testés de manière très régulière. Et encore, le reportage date de 2015. 2015, ça fait loin. 2015, c'est il y a 8 ans, les gars. Et en 8 ans, la recherche a bien avancé. Les outils permettant de détecter l'usage de microdosage sont bien plus précis et perfectionnés qu'en 2015. Les méthodes comme la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse ont été affinées pour détecter des concentrations minuscules de produits dopants. Donc si c'était difficile hier, c'est encore plus difficile aujourd'hui. Le PBA ou passeport biologique de l'athlète, c'est un autre outil très intéressant parce que dans l'inconscient collectif, un contrôle antidopage, il est à un instant T et il ne se réfère ni au passé ni au futur.
C'est-à-dire que si aucune substance n'est détectée à un instant T, on n'est pas inquiété. C'est probablement vrai si c'est ton premier contrôle antidopage. Mais rappelons-le, nos athlètes français ils font pipi dans un bocal pratiquement une fois par mois. Donc c'est complètement différent pour eux. Et c'est là que le passeport biologique il entre en jeu. Le PBA, c'est un dossier électronique qui compile les résultats de tous les tests antidopage, ou en tout cas de plusieurs tests antidopage passés par un athlète. Ce dossier, il permet de suivre l'évolution des marqueurs biologiques de l'athlète au fil du temps. Du coup, contrairement au test antidopage qui lui cherche à détecter une substance à un moment T, le PBA, lui, il recherche des variations anormales de différents marqueurs. Alors, je sais que tous les athlètes ne sont pas concernés par le PBA et je serais incapable de t'affirmer quels athlètes sont concernés et quels athlètes ne le sont pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil parmi d'autres à disposition des organismes de lutte contre le dopage. Mais tous les outils ne sont pas utilisés sur tous les athlètes de manière systématique. Les outils de lutte contre le dopage évoluent constamment. Ils sont de plus en plus précis, tant dans leur méthode d'analyse que dans leur stratégie de contrôle. Il n'existe pas aujourd'hui une seule méthode pour savoir si un athlète consomme des produits dopants ou non. Il existe un arsenal complet d'outils permettant de détecter de potentiels tricheurs. Ils ne sont néanmoins pas infaillibles. Il y aura encore dans le futur des scandales liés au dopage dans le sport, que ce soit en force athlétique ou dans d'autres sports en fait. Il faut comprendre que le dopage c'est comme un virus, il faut connaître son existence pour pouvoir s'en débarrasser. Il existera toujours de nouvelles méthodes de passer entre les mailles du filet qui prendront du temps à être découvertes. Pour en revenir à nos athlètes français, ils n'ont à ce jour jamais été contrôlés positifs à un contrôle antidopage. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a donc aucun doute à avoir sur la légitimité de leurs résultats. Leur progression s'est faite sur la durée à force de travail et d'acharnement. Prenons plutôt le temps de les encourager et de les pousser vers le haut parce que c'est eux qui font notre fierté à l'international. Être suspicieux c'est une bonne chose, mais il faut aussi savoir apprécier la réussite des autres et s'en inspirer pour pouvoir avancer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, la partager, la commenter, on se retrouve très bientôt.